La revue de presse de Natacha Polony. Ravi de vous retrouver, ma chère Natacha. Mais moi aussi. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, des trains, des armes de combat et puis le visage d'un homme, un petit calot blanc et barbe en collier. Libération, Ayoub El-Kazani, l'errance d'un islamiste. Le Figaro, Thalys, enquête sur un terroriste ordinaire. Mais en fait, derrière l'attaque ratée, certains voient déjà se profiler les dangers à venir. L'Opinion, Thalys, une menace peut en cacher une autre. La Croix, un drame évité, d'autres à prévenir. Et le Parisien nous suggère la seule voie possible. Contre le terrorisme, vigilance, l'affaire de tous. La presse semble toujours saisie ce matin par cette attaque terroriste dans le Thalys. Mais oui, et tout le monde, tous les journaux nous racontent la triste épopée de ce petit délinquant radicalisé devenu ennemi public numéro 1. Et puis vous trouverez dans Libération le plan du train carrément, avec les wagons concernés, les fameuses toilettes dans lesquelles il préparait son attaque et le fourgon verrouillé dans lequel un contrôleur a tiré la sonnette d'alarme. Quand un décor banal devient celui d'un drame. Terroriste ordinaire, écrit le Figaro. Terrorisme bas de gamme, analyse l'Opinion. Dans ce journal, Jean-Dominique Merchet décrypte les nouvelles formes de menaces qui pèsent lorsque des hommes sans formation, sans organisation, peuvent se saisir d'une arme de guerre. Ce terrorisme de basse intensité, écrit-il, n'est pas une bonne nouvelle. S'il tue peu, la fréquente répétition des actes joue sur les nerfs du pays. Dans leurs écrits théoriques, les djihadistes ont baptisé cette manière de faire « stratégie des 1000 entailles ». Faute de pouvoir porter un coup fatal à un ennemi puissant, on lui inflige des centaines de petites blessures qui finiront par le terrasser. Alors Jean-Dominique Merchet pose la question de ces fiches S et de tous ces hommes qui font l'objet d'une surveillance, comme de ceux d'ailleurs qui ont pu passer totalement sous les scopes radars des services de sécurité. Combien sont-ils ? Sans doute entre 8 000 et 10 000 pour la France, écrit le journaliste citant un haut responsable de la sécurité intérieure. C'est le double des chiffres officiels. Et ce que l'on a bien compris depuis vendredi, c'est que notre vigilance, la vigilance des citoyens est indispensable, Natacha. Mais oui, et d'ailleurs on ne pourra pas reprocher aux journaux d'être négatifs. L'accent ce matin est mis sur les héros et sur la question que nous nous posons tous, la seule qui vaille, qu'aurions-nous fait ? Dans La Voix du Nord, Mathieu Verrier remarque que, par-delà les récits un peu manichéens, cette recherche de héros permet de nous rassurer. C'est un travailleur malien cachant des clients de l'hypercachère le 9 janvier. Ce sont des passagers d'un Thalys. C'est l'assurance aussi, écrit-il, bien que le mal devienne d'une tragique banalité, que le courage se cache partout chez des anonymes. Mais au-delà, c'est une leçon pour tous ceux qui seraient tentés par le déni. Lorsque l'on affirme que face au terrorisme, on est en guerre, lance Jean Levallois dans la presse de la Manche, cela veut dire que tout le pays doit se sentir concerné. Il faut se déclarer mentalement en mobilisation générale. Les intervenants contre le terroriste du train Thalys, poursuit-il, ont agi par réflexe et pour demeurer maîtres de leur destin. Ces réactions-là, on les retrouve chez les peuples qui entendent rester debout face à leurs agresseurs. Heureusement, si le courage nous manque, il nous reste la SNCF. Alors Libération choisit de prendre la défense des employés du Thalys, ni armés ni formés pour se battre contre des terroristes. Mais dans Paris-Normandie, Baptiste Laureau ironise sur le numéro de vigilance citoyenne qui permettra à tout voyageur inquiet ou menacé de trouver au bout du fil un cheminot spécialisé dans la sûreté. La SNCF, demande-t-il un peu badin, a-t-elle aussi envisagé d'offrir des pistolets à eau à ses usagers ? On ne sait pas pourquoi, mais on se dit qu'il vaudra mieux être assis dans le train à côté d'un Marine sans permission que de composer le 3117 sous les balles. On part à présent à Frangy-en-Bresse, rebaptisé largement Frangy en Grèce. Oui, dans les il journaux. y avait le tragique, puis il y a le comique aussi. L'autre sujet du jour, c'est cette ouverture de la course à la présidentielle à gauche que nous annonce le journal Le Monde. Alors l'Opinion, bien sûr, ironise sur cette gauche qui, loin du pouvoir, rêve de plan B. Bah oui, puisqu'on vous dit qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y en a pas, il ne faut pas en rêver. Donc on ressort pour l'occasion le vocabulaire adéquat, surenchère démagogique, balle populiste. Dans la Nouvelle République, Denis Domain s'amuse lui aussi du Barouf Varouf Montebourg. On a même vu Méluche, barbu comme un cubain désormais, courir derrière le rond de lumière dans la matinée. Mais il y en a aussi dans la presse ce matin qui rappellent les 17% d'Arnaud Montebourg à la primaire socialiste de 2011 et qui prédisent donc un réveil à gauche. Ça semble urgent d'ailleurs quand on lit dans Libération l'interview de Pierre Rosanvallon, l'historien et maître penseur de la gauche social-démocrate, qui trouve tout à coup des vertus à Alexis Tsipras. S'il n'a pas mis en œuvre ses promesses, écrit Pierre Rosanvallon, il a déplacé le problème et mis l'accent sur un engagement radical de lui-même, donnant un autre sens à l'idée de volonté politique.
Oui, alors la traduction, c'est que la nouvelle démocratie, c'est ça. On trahit le peuple, mais comme on a tout donné, ça passe. Une image de l'avenir à présent, qui ne vous Oui, plaît pas forcément. Loin de ces soubresauts, les Échos nous prédisent que notre futur, c'est pas vraiment joyeux, ressemblera au film Bienvenue à Gattaca. Vous vous souvenez, un film dans lequel les humains sont sélectionnés en fonction de leur patrimoine génétique qui détermine leur avenir, leurs possibilités. Alors en attendant, on fait semblant de parler d'écologie. Bon, sauf les Verts, à en croire le compte-rendu de leurs universités d'été dans le monde, qui n'en parlent pas du tout. Mais quelques pages plus loin dans le monde, il faut lire l'entretien avec Jean-Claude Ameisen, le président du Comité consultatif national d'éthique, qui explique pourquoi il est parfaitement contre-productif de focaliser le discours écologique sur le seul réchauffement climatique. Alors il parle ressources limitées, il parle décroissance, bref, un autre projet de société, une autre façon de consommer. Le premier pas, ça pourrait être cette étrange machine qu'on trouve dans les pages Seine-et-Marne du Parisien. Un distributeur de fruits et légumes qui permet aux paysans de proposer leur production directement aux consommateurs dans les villes, dans les villages, sans passer par les circuits de la grande distribution. C'est moins cher, ça plaît, c'est formidable. Et il paraît que c'est pas moins bon. Ah non, pourquoi ? C'est votre côté fashion victime, Natacha. On finit en parlant chiffon. Oui, en parlant chiffon, mais pas n'importe lequel. Parce qu'en 1969, souvenez-vous, elle incarnait l'avenir. Et aujourd'hui, elle est totalement mitée. Le Parisien nous annonce pourtant que la combinaison que portait Neil Armstrong sur la Lune sera sauvée. Oui, 9 477 internautes ont donné 642 028 € pour restaurer le scaphandre mythique. Ça fait cher le bouton, quand même. Oui, ça fait très cher, mais visiblement, ça valait le coup. Il tombait en lambeaux parce que la poussière lunaire, ça use. Et puis surtout parce qu'il avait été conçu pour être jetable. Oui, pour sa mise au point, nous apprend le Parisien, la NASA avait fait appel à Playtex, le roi du soutien-gorge, je vous jure, qui avait produit des bandes en caoutchouc à la fois étanches et souples, mais hélas, vous le savez toutes, mesdames, ça n'est pas éternel. Ce qui nous semble en fait triomphalement moderne est beaucoup moins radieux 60 ans après, et ça, il faudrait toujours s'en souvenir. Si on avait su que Neil Armstrong portait du Playtex, dis donc, on aurait peut-être vu l'histoire d'un autre œil. La revue de presse de Natacha Polony qu'on retrouve tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.